Alors, moi, j'ai choisi Archange pour l'épisode. Donc, voilà, je l'ai intitulé Figure d'invulnérabilité et processus de déshumanisation. On va voir ce qu'on peut en dire. C'est un épisode qui finit mal, en tout cas qui suggère cela à discuter. Je vous passe la bande-annonce et puis on en parle. Je me rappelle l'époque où on se contentait d'ouvrir la porte et de laisser les enfants s'amuser. Ça participe à notre phase d'essai. Jusqu'à maintenant, les réactions nucléaires, l'association de sécurité et de sérénité. Les histoires comme importantes sur les sources d'inspiration. Et il n'y a absolument aucun danger. J'en suis sûr, ma chérie. Voilà, alors on a un court extrait. Évidemment, il y a un tas de pépites tout le long de l'épisode, mais vous avez compris, on a une maman qui perd sa fille dans un parc. Je crois que c'est le type d'angoisse qui est quasiment arrivé à tous les parents, en tout cas pendant quelques secondes, et l'angoisse est telle qu'elle décide de faire participer sa fille à un essai d'un programme de la société Archange qui propose d'implanter un implant au niveau du lobe temporal sur les enfants, et cet implant est relié à une tablette où ça permet aux parents de localiser l'enfant au niveau géolocalisation, mais aussi d'avoir l'ensemble des mesures des constantes vitales, par exemple. Sauf que ça ne s'arrête pas là, évidemment. Il y a aussi ce qu'on appelle des contrôles parentaux avec des filtres qui peuvent être mis. Donc, toutes les images potentiellement angoissantes ou violentes vont être filtrées et l'enfant va voir quelque chose de crypté, comme ça, à la place de la scène violente, à la place d'une agression par exemple, ou d'un chien qui aboie. L'image va être complètement cryptée, empêchant l'enfant de voir cette image-là, et on nous explique qu'il y a aussi un intérêt sur le contrôle neurotransmetteur hormonal. Voilà, ça vient limiter l'adrénaline, la noradrénaline, qui limite donc la production de cortisol, qui est l'hormone en réponse au stress. Donc on limite le stress par ça et on limite les potentiels traumatismes des enfants. C'est le but. Donc Archange se positionne aussi du côté de l'ultra-protection et ça peut séduire un certain nombre de parents. Voilà. Il y a aussi une option que l'on peut prendre où il s'agit de relayer le champ visuel. Donc le parent, sur sa tablette, appuie sur un bouton et voit sur la tablette ce que voit son enfant. Donc le parent voit au travers des yeux de l'enfant. Ça permet un certain nombre de choses, on verra. Donc il y a des applications aujourd'hui qui déjà ressemblent un petit peu à ça, puisqu'on peut chacun se géolocaliser avec nos smartphones. Voilà, si on oublie évidemment de désactiver cette fonction, on peut suivre les personnes qu'on connaît un peu partout et connaître leurs déplacements. On sait qu'il existe aussi des porte-clés GPS que l'on peut accrocher au sac de nos enfants de manière à savoir tout le temps où ils sont. Et j'ai vu récemment la création d'alliances pour les jeunes mariés
alliances qu'on porte au doigt et qui sont extraordinaires puisqu'elles sont connectées. Et on peut entendre le cœur battre de l'être aimé à tout moment. Donc quand vous êtes en situation d'angoisse, comme si le battement du cœur de votre conjoint ou conjointe pouvait vous rassurer, eh bien vous lancez l'application et vous l'entendez. Vous pouvez aussi géolocaliser la personne et avoir un certain nombre de données neurophysiologiques aussi sur votre mari, votre épouse. Donc on va vers ça. Lorsque l'on rentre dans l'épisode Archange, on se rend compte d'emblée de deux choses frappantes. La première chose, c'est un environnement assez appauvri. On rentre ici dans une petite banlieue américaine de niveau moyen, voire presque pauvre, avec des maisons très délabrées parfois, et pourtant un apport technologique de haut niveau chez ces familles-là, avec des écrans, des tablettes et ce que propose évidemment la société Archange. La deuxième chose que l'on remarque d'emblée dans l'épisode, c'est que cette femme est seule. Cette femme n'a pas de conjoint, c'est-à-dire qu'en tout cas, à aucun moment, on va entendre parler ni d'un mari, ni d'un père. Et on rentre dans l'épisode avec une scène d'accouchement où elle est seule à mettre au monde cet enfant avec une césarienne. Et puis, si vous êtes attentif, il y a un lever de caméra qui se fait à un moment donné très rapide, mais au-dessus du corps de la mère dont on vient d'extraire l'enfant par les tripes. Et cette vision en hauteur montre un ventre ouvert, éclaté. On entend le chirurgien dire oui, je lève la vessie, je pousse la vessie, quelque chose de cet ordre-là où on se dit cette mère, elle s'est arrachée le ventre pour donner naissance à son enfant. Elle respire pas au début, ce bébé respire pas. On voit l'inquiétude et l'angoisse d'une mère qui est seule face à cela. Et puis première respiration, apaisement. Et voilà comment démarre un petit peu la relation de cette mère à ce bébé, comme énormément, et j'ai presque envie de dire, dans la majorité des cas d'expérience, de vécu de mère qui donne naissance à un enfant. Et bien, ça se passe entre le bouleversement, la joie et l'angoisse, donc dans des polarités assez contrastées et assez intenses et élevées de l'affect. Voilà. Donc ensuite, cette petite fille grandit et elle la perd dans ce parc, où là, elle revit quelque chose d'un risque de perte, d'un risque de mort pour sa petite fille. Elle est retrouvée et c'est là qu'elle a l'idée donc d'intégrer la société Archange et l'implantation de cette puce au niveau du temporal. Ce que l'on remarque, c'est que d'emblée, en arrivant dans la société Archange, on voit un environnement lisse, très aseptisé, extrêmement maîtrisé, très à l'opposé et très en contraste finalement au niveau de vie de ces gens dans cette banlieue américaine. Et il y a quelque chose de rassurant. Le discours de la femme qui reçoit Marie, la maman, et Sarah, la petite fille, la femme qui les reçoit toutes les deux est en blouse blanche et leur dit c'est totalement sans risque. Vraiment, la mère est inquiète de ce qu'on va implanter dans le temporal de sa fille. On la rassure tout de suite, de manière automatique. C'est totalement sans risque. Les retours sont incroyables. Le sentiment de sécurité, la tranquillité d'esprit. Les histoires qu'on a entendues sont vraiment inspirantes. Voilà, elle fait un retour sur les autres parents qui ont testé Archange. Et en lui disant, les histoires qu'on a entendues sont vraiment inspirantes, elle met sa main sur son ventre, la femme de la société Archange. Voilà, il y a quelque chose qui lie comme ça le symbolique, le langage, au geste, qui est très fort à ce moment-là pour cette jeune mère qui est dans un état d'angoisse
très très fort quant au risque de perdre sa fille, qu'elle meure ou qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, cet environnement vient rassurer. On a aussi, dans ce contexte-là, des signifiants qui surgissent sur des grands écrans lisses, beaux, voilà, des images fabriquées avec des mots comme sûr, sécurisant, tranquillité d'esprit. Donc la mère et l'enfant passent dans les couloirs d'Archange et sont comme ça prises par ces mots qui tapissent les différents écrans. Protection, voilà. On a ici la sensation que cette mère trouve une forme de solution en réponse à son angoisse. J'aurais envie de me questionner sur cette absence du père, qui n'est pas anodine, évidemment. Charlie Brooker ne fait rien par hasard. L'épisode Archange est réalisé par Jodie Foster, qui est le seul épisode de Black Mirror réalisé par une femme, et il n'y a pas de père. Alors, je me suis interrogée sur cette idée, une faute de père, comme garant de la structure du sujet ou comme garant de la structure familiale. Est-ce que le sujet pourrait avoir recours à une forme de figure de substitution? Est-ce que Archange, est-ce que le dispositif technologique Archange pourrait être une forme de substitution à la fonction symbolique du Père qui n'est pas, ou qui ne paraît ne pas être? En tout cas, c'est comme ça qu'on rentre dans l'épisode. Je pense que c'est plus compliqué que cela. Donc voilà, une figure tranquillisante, apaisante, symboligène, symbolique, une figure en fait de père qui viendrait couper d'avec l'angoisse. Voilà. C'est ce que l'on pourrait attendre de la figure paternelle, c'est-à-dire d'agir en tant que coupure. Et en tant que coupure de quoi? En tant que coupure d'une forme de fusion ou de confusion entre la mère et l'enfant, première fusion des origines nécessaires pour que l'enfant rencontre ce grand autre de la mère, l'ensemble des signifiants qui le constituent lui aussi, mais fusion qui, si elle perdure, peut entraîner des difficultés à pouvoir mettre en place la question de la subjectivité, la question de l'être en tant qu'objet unique. Donc, cette figure de père ou cette figure substitutive viendrait potentiellement couper par l'outil en lui-même de la tablette, qui est un outil dessiné, circonscrit, limité dans l'espace. Et cette tablette viendrait être mise entre la mère et l'enfant et en même temps apporter à cette mère suffisamment de réassurance et de réassurance symbolique pour qu'elle puisse, voilà, laisser sa fille continuer à vivre tout en ayant l'œil sur elle et tout en ayant la protection nécessaire. Archange, je me pose la question, on verra dans les débats, je n'ai pas d'affirmation, mais est-ce que Archange serait une sorte de faux semblant symbolique? Alors, je parlais de figure de substitution et de substitution de la figure paternelle, et puis là, très vite dans mon discours, je commence à me décaler, et plutôt que de parler de figure paternelle opérante, je commence à descendre d'un niveau et de parler de faux semblants symboliques ou de fausses suppléances de la fonction paternelle. Des signifiants qui traversent la tablette, la mère ouvre la tablette, elle a accès à la protection, un appel de la police, des référents quand même du côté du nom du père, et des référents qui protègent. Ces signifiants feraient halte à l'angoisse du sujet. Des signifiants qui auraient cet effet-là de stopper la jouissance en y mettant une limite. Plus le sujet passe par le registre du symbolique, finalement on le sait, plus il passe par le registre de la parole, et plus il s'éloigne de registres qui le débordent ou qui l'excitent, qui le dépassent. Et ça pourrait être un premier effet immédiat
que Archange permet, un premier effet immédiat apaisant, permis ici par Archange. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Très vite, cette petite fille va s'automutiler. Donc il y a une scène où elle dessine des scènes très, très violentes d'agression, de combat avec du sang. Alors quand on se plonge dans la vision de Sarah, de cette petite fille, on voit que ce qu'elle dessine est flouté en permanence, et elle continue, elle fait un autre dessin, et rien ne peut s'inscrire sur cette feuille, sur ce dessin qu'elle tente de faire, du côté d'une tentative de la compréhension de la vie et de la réalité. Elle perçoit qu'il y a quelque chose de caché, elle perçoit qu'on lui cache quelque chose. Elle passe dans la rue devant un chien qui aboie, le son de l'aboiement est coupé et la vision du chien est floutée. Donc elle passe sans arrêt à côté de l'expérience. Elle sent qu'elle passe à côté de quelque chose. Donc elle tente de dessiner l'expérience, mais rien ne s'inscrit sur cette feuille. Alors elle va prendre un crayon en papier et avec la mine se l'enfoncer dans le doigt. Et encore une fois, le filtre visuel opère, elle ne voit pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle ressent ou qu'elle tente de ressentir quelque chose plutôt que de le voir. Elle va aller plus loin, ça monte crescendo, elle s'automutile de manière assez intensive la main et le sang jaillit et elle ne voit toujours rien. Sa mère rentre à ce moment-là dans la chambre, elle la fait stopper et la petite fille frappe sa mère. Cette scène-là bascule sur la scène suivante, qui est la rencontre avec le psy. Elle l'emmène, Sarah, chez un psy, avec une suspicion d'autisme. Voilà, c'est un petit peu la suspicion qui tombe. Le psy, très rapidement, lui dit « Mais non, c'est pas ça. Arrêtez la tablette. Arrêtez la tablette. » Et elle va arrêter la tablette. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de ces automutilations? On pourrait dire que des signifiants, les premiers signifiants qui sont donnés du côté du symbolique, qui permettent une forme de réassurance illusoire, fabriquée, sécure, protective, tous les mots qui s'affichent, tranquillité d'esprit, tous ces signifiants-là n'ont pas d'épaisseur symbolique en réalité. Ces signifiants-là ne sont pas lestés, ils ne sont pas lestés, ils ne peuvent pas s'accrocher et ils ne peuvent encore moins s'inscrire. Donc lorsque ces signifiants ne peuvent pas être lestés, alors c'est le retour de l'angoisse, le retour des origines, le signifiant ou les signifiants des origines qui ont entraîné Marie à avoir cette peur-là et à emmener sa fille chez Archange. C'est ces signifiants-là qui constituent le sujet aux origines de la crainte de Marie qui font retour. Et qui font retour par l'angoisse, sous forme de jouissance et évidemment du côté du corps. Elle s'automutile. Donc la fonction paternelle, cette sorte d'illusion que l'on aurait pu penser, en tout cas qu'elle se produise, échoue. Elle échoue, cette fonction paternelle, et c'est un retour de la jouissance. Un retour de la jouissance sur le corps, puisqu'on le sait, les signifiants ont plusieurs polarités, les signifiants tapissent le symbolique, mais tapissent aussi l'imaginaire, et lorsque l'on est sur l'imaginaire et la question de l'image, alors on est sur celle du voir et sur celle du corps. Donc le signifiant qui a aussi cette polarité-là vient faire insertion, on pourrait dire, au niveau du corps. Et le signifiant va tenter de modeler, de façonner le corps en inscrivant quelque chose de la vérité que vit cette petite fille et que vivent cette petite fille et sa mère. Et la vérité, c'est pas celle du symbolique et de la sécurité, mais c'est celle de l'angoisse. Donc l'angoisse fait retour sur le corps comme un symptôme en réalité. Enfin, je le vois comme ça, comme un symptôme par l'automutilation qui viendrait dire une vérité,
de ce vrai vécu de cette mère Marie et de sa petite fille Sarah, d'un espèce de non-dit en plus. C'est-à-dire que ce n'est jamais parlé. Quand vous êtes dans Archange, on voit beaucoup, on voit dans les yeux de la petite fille, mais ce n'est jamais parlé. C'est-à-dire que les affects ne sont jamais liés au symbolique. Et ça va être le fil rouge du début à la fin de l'épisode. L'angoisse, l'affect, la représentation ne va jamais être liée au symbolique et au langage. Donc Sarah tente, on pourrait dire, d'inscrire dans son corps quelque chose qui lui échappe. Qu'est-ce qui lui échappe? Est-ce que c'est l'angoisse de sa mère, cette angoisse de cette mère qui est un insensé, c'est-à-dire qu'on est ici plongé du côté du réel lacanien, un réel lacanien qui est un insensé. Le réel chez Lacan n'est pas la réalité, c'est presque son contraire. Le réel chez Lacan, c'est une partie en nous, c'est un registre inconscient placé en nous, qui est du côté de l'insensé, de l'hors-sens, de ce qui ne fait pas sens et de ce qui n'a jamais trouvé lieu d'inscription. L'angoisse en fait partie. Et l'angoisse, celle de la mère, une angoisse jamais nommée, jamais expliquée, jamais circonscrite, fait retour et s'inscrit ou pourrait s'inscrire potentiellement dans ce corps comme un impensable et comme un innommable que Sarah tenterait de venir symboliser ou que Sarah tenterait de venir saisir. On voit cette petite fille, évidemment, qui est prise par ce réel, par cet insensé, et qui va perdre pied avec la réalité. Elle n'est plus ancrée à la réalité externe. Elle est coupée même de la réalité externe, puisque la réalité externe d'un monde complexe, fourni, riche de choses à la fois très belles, très puissantes, parfois très monocordes ou assez tièdes, et parfois de choses très violentes, douloureuses, pénibles, angoissantes. Elle est coupée de cette réalité-là. Elle ne peut pas vivre l'expérience, elle ne peut pas vivre l'entièreté des éléments que chacun d'entre nous vivons et traversons dans notre vie. Donc, elle ne peut plus s'ancrer dans cette réalité externe. Et donc, elle se construit une forme de pseudo-réalité, de réalité de l'à côté, et elle plane dans un espèce de temps comme ça un peu suspendu et d'espace hors espace ou d'un espace parallèle. On n'est pas ici dans une réalité augmentée, on est davantage du côté d'une forme de réalité virtuelle empêchée, en tout cas où certains des contenus de cette réalité virtuelle sont empêchés, cachés et camouflés. Sarah tenterait d'attraper quelque chose qui ne peut se symboliser par l'automutilation. En passant par là, elle pourrait tenter d'attraper quelque chose qui ne peut se symboliser par défaut de forme et par défaut de fond. Le chien qui aboie est flouté, elle ne peut pas en faire les contours, elle ne peut pas en dessiner la forme, et elle peut encore moins y mettre un fond, et elle peut encore moins y mettre un affect et une représentation. Donc, quelque chose est de l'ordre de l'impossible. Pour Sarah, on est dans l'impossible de la représentation, de la symbolisation et d'une liaison avec l'affect par le langage. Est-ce que dans l'automutilation, Sarah tenterait aussi, en tranchant dans la chair, ce qui n'est pas rien, d'opérer un tel retour sur le corps, est-ce qu'en tranchant dans la chair, elle tenterait de faire advenir l'expérience, à défaut de la faire advenir autrement, ou à défaut de pouvoir la faire advenir autrement, ou à défaut de pouvoir la vivre, tout simplement? Est-ce que l'écoulement du sang, qu'elle ne voit pas, donc le filtre saute par moment, donc on voit quelque chose qui jaillit, mais le filtre se remet automatiquement en place, donc elle sent pour autant, on peut présumer qu'elle sent la chaleur du sang qui s'écoule. Est-ce que dans cet écoulement du sang, il n'y aurait pas là une sorte de témoin du vivant?
Est-ce qu'elle n'essaierait pas de se témoigner elle-même de sa propre vie, une vie qu'elle vit de manière suspendue et dont elle ne peut pas en dessiner les contours par manque de pouvoir l'expérimenter à l'extérieur. Donc, se sent comme témoin du vivant, comme forme de libération de quelque chose en elle, de quelque chose qui est déposé en elle du côté de la jouissance et du côté de la jouissance de l'autre, c'est-à-dire d'une angoisse non métabolisable et innommable venant de la mère. Est-ce qu'il s'agirait donc de trancher dans le corps de la mère pour s'en détacher et pour tenter de naître en tant que sujet, de naître du verbe naître, naître en tant que sujet? On voit ici donc les atteintes des processus primaires de symbolisation, on voit une impossible mise en place subjective chez Sarah, on voit des processus de déréalisation et aucune, ou très peu, en tout cas, humanisation des pulsions, puisqu'elles lui sont coupées automatiquement. Donc sur le plan psychique, on voit les effets délétères qui se produisent. Sur le plan neurologique, alors là, je vous invite à aller visiter les travaux de Mayank Mehta, qui est un chercheur en neurobiologie aux États-Unis et qui a travaillé sur l'effet du virtuel auprès de populations de rats, et il s'est rendu compte que 60% des neurones de l'hippocampe étaient inactivés lorsqu'il plongeait des rats en situation de réalité virtuelle. Voilà, par exemple. Il explique cela en montrant à quel point la réalité virtuelle est en général appauvrie par rapport à la réalité réelle. Et c'est ce qui se passe ici pour Sarah. On lui coupe d'une partie de la réalité externe dont elle ne peut pas en faire l'expérience. Ici, on voit l'hyperprotection d'une mère, comme beaucoup de mères pourraient vous dire oui, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de protéger mes enfants. L'hyperprotection, ici, dans une volonté d'invulnérabilité, elle veut rendre sa fille protégée, protéger des angoisses, protéger des traumas, eh bien, provoque des processus en réalité de déshumanisation. On est dans une impossible subjectivante, en tout cas, à venir poser et déplier la question de l'être subjectif. Deuxième partie particulière, c'est la partie où on vient relayer le regard de l'autre, c'est-à-dire la mère sur sa tablette voit ce que voit sa fille. Et là, c'est être derrière les yeux de l'enfant. Il y a une scène du gâteau où la petite fille en douce descend dans la cuisine pour aller prendre un gâteau. Sa mère voit ce qu'elle fait sur la tablette alors qu'elle est à l'étage supérieur de la maison et elle lui dit « Sarah, un seul gâteau !» Donc, la petite, sa mère n'est pas là, elle pensait faire ça en douce. Donc on voit comme ça les multiples yeux de la mère répartis partout dans la maison autour de cet enfant, l'empêchant même de venir fracturer quelque chose d'un surmoi, fracturer quelque chose d'un interdit, où on sait bien à quel point c'est aussi important de pouvoir opérer des petits espaces de respiration dans un surmoi qui est souvent trop castrateur et trop interdisant. Voilà, on voit souvent dans notre clinique des enfants composer des dessins d'araignées aux multiples yeux et nous dire c'est ma mère. Donc déjà, on sait, Jodie Foster le dit, les mères ont quelque chose d'abusif. Alors imaginez en plus à ne pas laisser l'enfant une seule fois pouvoir s'échapper du regard de cette mère en prenant un gâteau dans un placard. Il y a pire que cela, évidemment, après, lorsque Sarah grandit, puisqu'il y a la scène de sa première rencontre sexuelle lorsqu'elle est adolescente avec son amie, et dont la mère, au même moment, se connecte et envoie les images. Donc, elle voit la première rencontre sexuelle de sa fille sur la tablette. La scène de drogue aussi, où Sarah fait une expérience de drogue avec son amie, et voilà. Donc là, je dirais, je me dépêche, que l'hyper-contrôle a à voir pour moi avec quelque chose de ce qu'on pourrait appeler l'inceste,
au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire un inceste qui appelle à une confusion de soi et de l'autre. La mère rentre dans la tête de l'enfant. Il y a un effet performatif ici, perforant nos limites, où les limites du corps et de l'esprit de cette petite fille ou de cette jeune fille ne sont pas déterminées, où la mère peut engager un effet performatif sur ces limites. Je me suis demandé si cet hyper-contrôle n'était pas une dérive, ne pourrait pas être une dérive de la représentation qu'on a des enfants aujourd'hui. C'est une question entre parenthèses, puisque nous sommes partis d'un enfant-objet au XXe siècle et avant, d'un enfant-objet qui ne ressentait pas, dont parfois on opérait encore les bébés sans anesthésie au début des années 80 parce que justement on pensait qu'ils n'avaient pas encore leur réseau neuronal sensitif de développer. Donc d'un enfant comme ça qui n'avait pas le droit à la pensée, à la parole, qui n'était pas au fond une personne. Donc d'un enfant-objet, on est passé à un enfant-roi. Et je me demande dans quelle mesure on ne serait pas en train de passer à un enfant-chose qui pourrait être une dérive de ce trop de vouloir comprendre nos enfants dans une forme d'hyperprotection, mais aussi de bien-être que l'on voudrait leur donner. À trop vouloir les comprendre, alors on s'initie trop dans leurs émotions, dans leur tête, dans leur vie psychique. Et là, il peut y avoir un risque d'inceste. Donc voilà, je me demande si on ne s'inscrit pas comme ça dans une lignée qui irait vers ça et dont Archange nous montre les effets assez extrêmes. Donc Sarah tente des processus de symbolisation. Je vous l'ai dit, par l'automutilation, voilà quelque chose d'une recherche d'un sens et d'arriver à vivre l'expérience ou à situer l'expérience là où, dans son corps alors qu'elle n'est pas situable en dehors. Donc par là, quelque chose d'une tentative de symbolisation. Elle rencontre ce jeune homme, et là aussi, on peut se demander dans la rencontre amoureuse de ce jeune homme qui, lui, dépasse un peu les interdits. Est-ce que par lui ou en lui, il n'y aurait pas une tentative d'arriver à en passer par la symbolisation d'un vécu qu'elle ne peut pas opérer? La drogue aussi, la prise de drogue, puisqu'on est là dans la possibilité de vivre en dedans quelque chose d'une expérience. Et sa mère, va venir annihiler toutes ces tentatives de symbolisation. Elle va faire en sorte que le jeune homme la quitte. Elle va faire en sorte que sa fille avorte, puisque pour les gens qui ont vu l'épisode, Sarah tombe enceinte et Marie, sa mère, se rend compte de cela grâce à la tablette, grâce aux constantes vitales et aux données hormonales qui apparaissent. Et donc sa mère va aller acheter une pilule du lendemain, va la broyer au mixeur et va mélanger la pilule du lendemain au smoothie du matin qu'elle donne à sa fille. Donc elle va provoquer un avortement, ce qui est absolument terrible, puisque là aussi, on pourrait se dire que cette vie en elle qui aurait pu se déplier, aurait pu être considérée aussi comme une tentative de symbolisation, une tentative branchée sur la vie, connectée sur la vie, alors qu'elle est en combat perpétuel contre la pulsion de mort et contre la jouissance, cette jeune femme. À la fin de l'épisode, Sarah sait qu'on a provoqué chez elle un avortement. Elle rentre chez elle, elle tombe sur la tablette de sa mère, elle l'allume, et là, elle voit tous ces morceaux de vie se déplier par petites fenêtres successives en éventail, et tous ces morceaux de vie comme une vie en morceaux, plutôt, avec une prise de conscience ici où quelque chose du côté de l'objet qu'elle a été, du côté de l'objet de la jouissance de l'autre qu'elle a été, à quel point on l'a contrôlée, à quel point le regard de l'autre est prégnant et à quel point elle a été traquée par cet autre. Elle voit des images filmées
de sa mère qui la regardait dans sa première rencontre sexuelle. Elle voit des images en mémoire dans la tablette que sa mère regardait d'autres expériences. Donc elle a été d'une certaine manière traquée par cet autre en permanence. On a ici tous les ingrédients de la formation de la psychose. Alors, je ne dis pas que Sarah est du côté de la psychose, ou que sa mère est du côté de la psychose, mais on est dans une ère de la psychose où tous les ingrédients, en tout cas, sont convoqués et circulent. À la fin, il y a cette scène terrible de Sarah qui se retourne contre sa mère, qui tape sa mère au visage, elle prend la tablette, elle la tape avec. Les filtres sont là, donc elle ne se rend pas compte qu'elle est en train d'agresser très gravement sa mère au visage, et elle la met au sol, elle finit par la mettre au sol avec ce visage ensanglanté de la mère. On a ici la sensation qu'elle lui dit « Tiens, reprends ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi », avec une atteinte du visage de la mère, c'est-à-dire de l'identité de la mère. Comme si le symptôme qui était posé dans Sarah de l'angoisse de sa mère opérait un retournement, et ce symptôme était rendu à la mère comme « Tiens, reprends ça, reprends cette angoisse, elle est à toi ». Et la mère est ensanglantée au niveau du visage, comme être finalement touchée dans l'identité, c'est ça le visage, avec cette scène du sang qui rappelle la toute première scène de l'épisode avec ce bébé qui vient au monde avec du sang, plein de sang sur lui. Donc à la fin de l'épisode, on fait un retour sur le début de l'épisode, où là je trouve que la scène est horrible, c'est d'une extrême violence, mais il y a cette espèce de toute petite ouverture de volonté de vie, c'est-à-dire d'une jeune fille qui se bat pour sa vie en lui disant « Tiens, reprends ce qui est à toi », et elle part, elle fait du stop et elle entre dans un camion. Donc le camion, moi je l'ai pensé comme une référence phallique possible. Vous voyez dans l'épisode, à intervalles réguliers, plusieurs petites saillies comme ça de référence à la castration, de référence phallique. Le mixeur qui tourne, le couteau dans la cuisine, le camion à la fin de l'épisode. Enfin, voilà. Alors, on est du côté de la castration, des références à la castration, mais qui n'opèrent jamais du côté du symbolique. On n'est pas du côté de la coupure qui permet de protéger de la jouissance. On est ici du côté de la coupure qui n'advient pas du côté du symbolique et qui reste du côté du réel. C'est pas pour rien qu'il y a autant de violences qui surgissent ici dans la série. Donc on a une tablette qui finit par être détruite, et à défaut d'être une solution phallique à la jouissance, elle serait une sorte de pivot ou de catalyse de la psychose. C'est un phallus de substitution non symboligène. Pour conclure, je vous proposerai trois remarques. La première, cet épisode, Archange, pourrait être une critique évidemment faite sur l'impact des nouvelles technologies sur la vie psychique et surtout sur le développement de la vie psychique, voire sur les processus d'humanisation. Donc un intime et une subjectivité touchée, attaquée, et un intime impossible en quelque sorte. On est dans l'empêchement d'être dans Archange, plutôt qu'un augmentat, plutôt qu'une réalité augmentée qui nous permet de nous améliorer, de potentialiser nos capacités, comme l'ère du transhumanisme tente à nous faire découvrir, ou à vouloir en tout cas aller vers ça. On est plutôt dans l'empêchement d'être. Deuxième élément, on a une critique faite sur l'accès facile à la violence. On a des enfants qui ont accès à des films pornographiques, à des meurtres, à des scènes terroristes, en direct comme ça, accès sur les tablettes. On voit une sorte de monde perverti avec cet accès à la violence, où la seule réponse serait une réponse paranoïaque. Comme si la paranoïa serait la seule réponse possible à la perversion. La paranoïa comme entité serait à ce moment-là la seule réponse possible à la perversion.
Et ça, on le voit déjà, c'est très clair, depuis un certain nombre d'années dans nos sociétés, on a ce mouvement paranoïaque partout, qui circule, extrêmement rigide, qui vient comme ça faire une sorte de balancier d'avec quelque chose de plus pervers dont on pouvait avoir l'expérience avant. Et troisième remarque, l'absence du père de cet épisode qui n'est pas anodine. Alors là, j'aurais envie que l'on réfléchisse à la dérive que ça pourrait impliquer. Je crois qu'il y a un message très fort, qui n'est pas le message majeur, mais qui est un message plus en bas-fond chez Archange. La dérive que cela implique, ça serait de dire qu'une femme seule à élever sa fille serait une femme folle, risquerait d'être une femme folle. Comme si, dès lors qu'il n'y a pas de père, alors c'est l'accès à la folie. Alors, c'est bien que la fonction paternelle est en déclin dans nos sociétés. On sait bien que ça pose des problèmes de structuration des sujets. Mais attention ici à ne pas confondre le père en tant qu'objet de la réalité et la fonction paternelle qui, elle, circule, qui, elle, voyage dans les imagos et qui peut être portée par d'autres personnes. Pour moi, ici, dans Archange, il y a une alerte énormissime qu'il faut entendre, qui touche les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui touche les couples homosexuels, et qui, pour moi, m'alerte particulièrement dans cette volonté de faire passer les femmes sans hommes comme des folles. Et on le voit tapissé en underground comme ça, dans plein de niveaux, plein d'endroits de la société, au niveau du travail, au niveau juridique. Quand vous planchez sur des résultats d'expertise juridique, vous vous rendez compte que les femmes seules sont pourvues de deux figures possibles, soit la figure de la folle, soit celle de l'agressive et de la manipulatrice. Et ça m'inquiète beaucoup. Je crois qu'Archange nous renseigne là-dessus, et la société paranoïaque dans laquelle on est en train d'entrer ne va pas aider à pouvoir travailler sur la question de l'égalité homme-femme. Donc, si l'on croit que l'on en est sorti, alors je peux vous dire, et c'est le message pessimiste du jour, qu'on est absolument très loin d'en être sorti, et que coûte que coûte, certains lieux, certaines institutions tentent de mettre les femmes hors jeu en travaillant sur la question du danger de la femme, des mythes qu'on connaît bien, de Méduse, etc., qui sont très très loin de s'éteindre. Voilà, merci beaucoup.